Revenons en France. Comment parler de la guerre aux enfants ? Vous êtes nombreux, parents et enseignants, à vous poser cette question depuis l'invasion russe en Ukraine. Comment aborder le sujet ? Quoi dire ? Nous en parlerons dans un instant avec notre invité. Il est psychologue clinicien. Mais avant cela, allons dans une classe de CM2 de Lyon où une journée était consacrée à l'Ukraine. Claire Chéripela et Benjamin Métral. Alors, pour tout ça, on va essayer de situer l'Ukraine sur le planisphère là-bas. Qui veut essayer de prendre la perche et d'aller nous montrer où est l'Ukraine ? Voilà. Alors, sur quel continent ? La guerre a fait irruption dans leurs préoccupations. Pour apaiser, cette enseignante a choisi de bousculer son programme. Ce jour-là, les racines et les enjeux du conflit ukrainien. Pourquoi Vladimir Poutine ne supporte-t-il pas que l'Ukraine soit devenue indépendante ? Voilà, il a surtout pas envie que l'Ukraine se rattache à l'Europe, en fait. Vraiment, vraiment, vraiment pas. Du haut de leurs 10 ans, ces élèves de CM2 s'interrogent beaucoup et s'inquiètent souvent. Dès les premiers jours du conflit, l'enseignante accueille un flot de questions, recueille leurs angoisses. J'avais peur que Poutine vienne en France pour avoir plus de territoire. Et là, de se dire que maintenant, en 2022, il y a une guerre. En plus, c'est pas l'Europe, mais c'est quand même à côté. Enfin, si, c'est l'Europe, c'est à côté de chez nous. Donc, c'est un peu bizarre. Tous sont imprégnés des images de désolation. Le jour où ils ont attaqué, on était chez le coiffeur et il y avait une télé. Et du coup, on regardait, il y avait des images des bombardements du matin. Des immeubles détruits, la moitié détruits, les pompiers qui arrivent avec les brancards où il y a des personnes dessus. Ça, je pense, ça va me marquer. Quand on regarde les images, ça fait vraiment très peur de se dire qu'il y a des gens qui ont pu mourir là-bas. Après 2 ans de pandémie, une autre crise. L'enseignante décrit une génération d'enfants plus angoissés. Il faut donc s'adapter. Et ils gardent les frontières de l'Ukraine. Pourquoi, à ton avis ? Quand ils sont ici, ils sont protégés. On est là pour apprendre. C'est leur temps à eux. Et c'est là où ils peuvent encore rester des enfants. Parce que ce ne sont que des enfants. Même si certains pensent qu'ils sont déjà grands, ils restent des enfants. Et effectivement, trouver le juste équilibre entre comment leur apporter les réponses, mais en même temps les protéger, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Les enseignants recommandent de ne pas aller au-delà des questions, expliquer et préserver un travail d'équilibriste. Yannick Miller, bonsoir. Bonsoir. Donc il faut être équilibriste, c'est ça ? C'est ça, je crois qu'il faut être équilibriste. C'est très compliqué de pouvoir parler aux enfants de la guerre en Ukraine. Néanmoins, il faut le faire. Il faut en parler, que ce soit à l'école, comme on vient de le voir, ou à la maison, il faut en parler. Il faut en parler. C'est leur manière de se réapproprier un événement qui a fait irruption dans leur quotidien, auquel ils n'ont pas été habitués, et ni les adultes d'ailleurs qui les entourent. Et à partir de quel âge on leur en parle ? Alors, c'est peut-être pas une question d'âge, c'est surtout une question d'adapter les mots et la manière d'en parler. L'institutrice le disait très bien, il faut faire extrêmement attention aux mots qu'on va employer et ne pas aller plus loin que ce qu'il pose comme question. C'est-à-dire qu'il ne faut pas anticiper, c'est-à-dire qu'un enfant qui n'en parlerait pas du tout, il ne faut pas lui dire « Est-ce que tu as vu ce qui se passe ? Est-ce que tu comprends ?» Il faut attendre qu'il pose une question ? Non, je pense que c'est très variable. Il y a des enfants qui vont se renfermer, ne pas en parler, d'autres qui vont le mettre en scène, le jouer, d'autres qui vont poser des questions ou en discuter entre eux. Donc je crois qu'il faut aller leur demander ce qu'ils en ont compris, même ceux qui n'en parlent pas, simplement avec les mots adaptés en fonction de leur âge. Et puis ne pas, en tant qu'adulte, ne pas leur transmettre, ça on s'en rend souvent pas compte, nos propres angoisses, parce que nous on est d'abord pris là-dedans et les enfants regardent le monde à travers le prisme de leurs parents, des adultes qui les entourent. Alors ils regardent le monde, est-ce que nous, parents, on peut peut-être regarder le journal télévisé ? Est-ce qu'il faut leur montrer ou au contraire cacher ? Le problème du journal télévisé, c'est que les images qui vont apparaître, on ne les maîtrise pas avant que le journal, puisque c'est en direct. Donc il faut faire attention, je pense, à ça, puisque les enfants pourraient avoir accès à des contenus qui ne sont pas de leur âge. Certains psychologues ou chercheurs recommandent la fin de la primaire pour laisser les enfants accéder plus simplement, plus facilement avant de regarder les images. Ouais. Est-ce que c'est bien d'avoir un objet tangible, d'avoir un support pour en parler avec eux ?
Alors ça peut être important. Il y a des choses très très bien qui sont faites auxquelles on peut avoir accès sur Internet, des différents supports qui sont médiatisés. C'est une manière parfois de pouvoir expliquer clairement, simplement, avec, comme le disait l'institutrice, l'utilité de la géographie, puisque les enfants ont besoin de savoir, d'inscrire toute cette actualité dans un espace, dans des distances, de comprendre où est-ce que ça en est. Parce que parfois, ils ont des questions très pragmatiques. C'est pas forcément des questions, alors si ce sont des adolescents peut-être géopolitiques, mais des enfants en bas âge, ils vont juste vouloir savoir si ça va arriver près de chez eux, si c'est leurs parents qui vont partir, leur père, s'il est militaire, enfin des choses comme ça. Ça peut être... Vous avez des exemples de questions des enfants ? Alors les premières questions qui émergent, effectivement, ce sont celles-là, d'être rassurés sur la distance. Est-ce que ça va arriver? Est-ce qu'ils vont perdre leur maison? Ils sont très sensibles au fait que de voir d'autres enfants qui ont perdu leur maison. Et il ne faut pas oublier que, en tant qu'enfants, souvent, ils sont aussi ces événements qui font irruption les renvoient aussi à des angoisses d'enfants. Donc, répondre simplement dans la réalité est une chose importante, mais si ça ne calme pas les angoisses, c'est qu'ils y vivent quelque chose d'autre. Donc, dans ces cas-là, il faut écouter plutôt que d'avancer directement un discours pour savoir exactement à quel endroit ils sont inquiets. Je pensais à un exemple d'une petite fille qui avait très peur de la guerre, et au fond, on essaie de la rassurer, impossible de la rassurer, et donc pour elle, ce qui était mis en avant d'abord quand elle l'a expliqué, c'était que elle avait peur d'être séparée de son doudou. Donc au fond, c'était pas tant la guerre directement que le fait d'être rassuré, d'avoir tout le temps son doudou, quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation. Bon, mais quoi qu'il en soit, difficile à être parent. Entre le Covid, la guerre en Ukraine, c'est de la communication de crise. C'est sûr. Yannick Meillard, merci pour votre éclairage. Je rappelle que vous êtes psychologue clinicien, qui donc, il faut parler aux enfants de cette guerre avec des mots choisis. Et toujours à propos de la guerre en Ukraine et de ses conséquences, la forte hausse du prix des carburants met les chauffeurs de taxi dans une situation très critique. Farid Haroud avec Jean-Marc Nouknouk. Au début de sa carrière, le litre était à moins de 1 euro. Le moment le plus dur de la journée. 19 ans plus tard, c'est plus du double. Donc là, pour que ça fasse moins mal, on met petit à petit. C'est psychologiquement, je rentre, j'ai moins mal à la maison. Pour le comptable. Thomas est entré dans le taxi, comme il dit, après une brève carrière de cuistot. Il est son propre patron. Et comme tous les autres, une fois l'an, il fait étalonner son taximètre pour suivre les tarifs déterminés par les préfectures. Par exemple, 1,66 € le kilomètre en journée dans le Rhône. Des montants fixés avant le début de la crise. On fait un plein tous les 2 jours à peu près. Donc faites le calcul, 25 € par plein, tous les 2 jours. Donc on est sur 4 jours, 5 jours. À la fin du mois, ça fait combien? On a 300, 400 balles en plus. C'est que les gens, vous leur dites, il y a l'essence qui est à 2 € là-bas. Les gens vont dire, ah putain, ça va. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que la station d'à côté, elle est peut-être à 2,50. Mais on vous aurait dit ça il y a 3 mois en arrière, vous aurez dit, mais à 2 €, je vais même pas à la pompe. Le poids de la